je vais vous parler de cet être Mathurin-Méheut, qui est un breton d'un pays gallo. C'est un fils de menuisier, né à Lamballe, et son père va tout de suite le former au travail de menuisier. Mais il déclare très vite à son père, parce qu'il est toujours le carnet dans la poche avec un petit crayon, il dessine les dindons, les poulets, les canards, les animaux de ferme. Je veux faire la peinture, je veux faire la peinture. Bon, avec ça en tête, têtu, déjà, très petit, et à ce moment-là, son père le met donc à l'entreprise de peinture façade, peinture de Lamballe. Ça ne va pas durer longtemps. Et à 14 ans, Méheut est déjà à Rennes à l'école des Beaux-Arts. Pendant 2 ans, il ressort avec le maximum de grades de ce qu'on pouvait donner à l'école des Beaux-Arts de Rennes, et il file à Paris. Il est à Paris à 16 ans. À 16 ans, il fait 4 ans de l'école des arts décoratifs, et il va sortir major, un petit breton de Lamballe, major, en décor. Et il va continuer à s'attacher à avoir des professeurs qui vont le suivre tout le temps. Et Mathurin-Méheut fait son service militaire à Paris, et puis qu'est-ce qu'il fait? Il s'ennuie. Moi, je me suis un peu ennuyé aussi à Paris, quand j'étais faire mes études de scénographie à Paris. C'est pas là le lieu pour faire de la scénographie, et le Mathurin-Méheut, c'était un peu pareil. Donc il allait au Jardin des Plantes. Alors il a fait les girafes, il a fait les éléphants, il a fait tous les grands animaux, puis il a fait les serpents. Et tout de suite, la revue Art et Décoration l'a repéré, parce que ces serpents, ils étaient comme des guirlandes, ils faisaient des arabesques, et ça veut dire qu'on est en plein art nouveau. Il faut que tout soit, après une ère industrielle de la fin du 19e, on a fait appel aux artistes pour essayer d'améliorer la vue et apprendre un petit peu à ce qu'était la nature. Alors on va se retrouver avec Guimard, avec les sorties de métro où il n'y a que des fleurs, et des choses qui sont tarabiscotées dans tous les sens. Et c'est pour ça que Méheut, avec ses serpents, a été repéré. Et il a fait en 1904, à l'époque, il est né en 1982, donc là on est en 1904, il est repéré avec ses études d'animaux. Ce sont des grandes planches qui ne sont pas reliées, et on lui publie, et on lui dit, mais ça serait bien que vous vous intéressiez au milieu marin. Alors il a rencontré des gens du muséum. Les gens du muséum qui lui disent, allez donc au bord de la mer, on a une petite île, là, le muséum, l'île Tatiou en Normandie, là vous aurez des animaux marins. Mais d'autres lui disent, allez donc à Roscoff. Allez donc à Roscoff, c'est là-bas, il y a autre chose, il y a une autre station. Ah bon, à Roscoff, ah bah oui, mais Roscoff, il est bon. Mais eux, envoient une lettre à Roscoff, qui est dans les archives du labo. Je voudrais pouvoir dessiner un crabe vert, un tourteau. Si vous ne les avez pas, j'irai à Tatiou. Ouais. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les gens de Tatiou étaient déjà des évolutionnistes et des gens parfaitement darwinistes, et qu'à Roscoff, on était resté fixiste avec la Casse-Dutier. Et la Casse-Dutier étant mort, il y a Delage, mais Delage a déjà trahi son maître, avoue qu'il croit quand même un petit peu en Darwin. Donc, mais eux, c'est donc un artiste qui se retrouve en plein conflit entre les darwinistes et les fixistes. Le pauvre, mais il travaille tout le temps. Il travaille dans un laboratoire où, au moins l'été, il y a une vingtaine de personnes. Et ces personnes sont des gens, ce qu'on imagine mal aujourd'hui, qui viennent à Roscoff apprendre l'anatomie, c'est-à-dire l'architecture des organismes, et ce sont des gens de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'ancien bloc de l'Est. Ce n'est pas encore les Russes blancs qui vont arriver dans les années 1920, mais dans les années 1910, 12, où Méheut, il vient pour un mois, il va rester 2 ans, ça va le marquer profondément, parce que Méheut va être en contact avec ces scientifiques. Ces scientifiques, quand on voit la liste des gens qui sont là, ce sont des Tchèques, ce sont des Albanais, ce sont des gens qui viennent de toute l'Europe, là, faire de l'anatomie comparée des différents organismes. Et Méheut, tout de suite, va vouloir aller plus loin. Il va essayer de comprendre ce qu'est l'architecture des organismes et les anatomistes, les problèmes de symétrie, que je vais vous montrer maintenant, et avec ça, une fois qu'il a compris l'architecture des organismes, à ce moment-là, il va pouvoir les styliser. Et ça veut dire que très vite, il va réfuter ce pourquoi il est à Roscoff, c'est-à-dire de l'art
nouveau, et il va passer à l'art déco. C'est ça que je vais vous montrer ce soir. Et d'artiste qu'il est, il va devenir un véritable observateur scientifique. Alors, on va revenir, je parle un petit peu de cette chronologie. 10-12, il reste 2 ans à Roscoff sans dire ce qu'il fait. Et la revue à la décoration, Eugène Lévy, qu'est-ce que vous faites à Roscoff? On vous a commandé 2 articles, je les ai fournis dans les 15 jours, parce qu'il travaille très vite. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites? Rentrez donc. Non, je suis à Roscoff, je suis à Roscoff. On lui envoie un espion qui va, et puis qui est séduit par ce que fait Méheu. Et c'est un artiste qui va l'accompagner sur le terrain aussi, et puis donc à eux deux, ils vont faire l'étude de la mer. L'étude de la mer, c'est la grande encyclopédie marine de Méheu, ça pèse 7 kilos, comme je vous l'ai dit. Et donc, toute sa vie, Méheu va sans arrêt ressortir du marin, bien qu'il fasse bien autre chose. Il va faire la forêt, il va faire la plante exotique, toujours cornaqué, toujours avec un professeur d'université avec lui, et on va voir, avec ce diaporama, on va voir comment Méheu va être un véritable artiste, mais qui décrit la vérité. Alors on pourrait aller plus loin, si vous voulez, sur ce qu'est l'art. L'art, c'est le beau, la science, c'est la vérité, mais on peut dire aussi qu'il y a du beau dans la science, que la vérité n'est pas toujours dans la science. La science n'est pas non plus, elle évolue, donc il y a des choses qui évoluent dans le temps. Donc il y a des discours qui sont développés aujourd'hui. L'art, ce n'est pas la science. Il y a dans ces deux disciplines des choses à prendre, des richesses qu'il faut mettre en commun. Et vous avez des gens comme Méheu qui vont être artistes, et d'artistes vont devenir observateurs scientifiques, tandis que d'autres vont faire le trajet inverse. C'est ce que je vais vous montrer avec les illustrations qui sont là. Méheu rencontre déjà à Paris et à Rennes, il rencontre le journaliste et dessinateur Perron, qui est de la dépêche du Télégramme, la dépêche de Brest à l'époque, mais ils se sont rencontrés à Paris. Donc le personnage n'est pas très souriant, mais j'ai rencontré quand même, j'ai eu la chance dans mes pérégrinations de rencontrer des gens qui l'ont connu, comme les fils de Minor par exemple, qui sont aujourd'hui décédés très récemment à des âges dépassant 90 ans, qui m'ont bien dit, oui, il a un aspect qui n'est pas marrant du tout, au boulot, il était chiant. Voilà ce que m'ont dit ces hommes très âgés, qui parlent très bien, n'est-ce pas? Sont adaptés au langage. Il fallait refaire les couleurs, refaire sans arrêt, travail continu. Et à gauche, c'est son totem, qu'on va retrouver tout de suite dès 1913, dès la publication. C'est-à-dire que c'est une algue qui a 2 phases. L'algue hivernale, c'est le petit disque, le petit champignon, et au printemps, il y a 2 grandes lanières. Et lanière, en breton, là, ça s'appelle le philippe. En latin, c'est l'Immentalia laurea. Et jamais dans la nature, on ne trouvera ces 2 organismes, le végétal et l'hippocampe, ensemble. L'hippocampe, il vit dans l'herbier. Mais ça veut dire que Méheu, décorateur, dont je vais vous parler ce soir, c'est effectivement une composition de décorateur. Il a le droit de le faire, mais dans la décoration, on va retrouver toujours parfaitement les caractéristiques scientifiques des organismes. Alors, ce qui existait quand Méheu vient à Roscoff, il existe d'abord une école anglaise. Une école anglaise qui est tenue surtout par des pasteurs anglicans, où pour chaque fois qu'on voit un animal marin, on voit une créature du grand architecte. Donc tous les animaux sont bons. Alors, dans le bouquin de Gosse, là, ça date de 1850-1870, vous avez une belle méduse qui est là. Elle est vraie, oui, elle est vraie, mais à côté, on a un surplomb rocheux d'où pendent lamentablement des algues vertes, les Cladophora rupestris pour ceux qui les connaissent. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'eau. Alors je ne vois pas comment la méduse soit aussi belle parce qu'elle est dans l'eau, et puis derrière, vous savez, la chaîne des Alpes. Hein. Bon, donc on a déjà une idée qu'à l'époque, l'écologie, ça n'existait pas. Bon, vous connaissez tous le lançon dans le sable, dans un sable qui est parfaitement calibré, c'est pour ça que ça intéresse les exploitants. Là, un petit problème? Non, ça va? C'est ah, l'autre micro, il est là. Vous préférez ça?
Ça résonne? Ah non, je continue comme ça. Bien. Alors, le lançon, tout le monde connaît le lançon, tout le monde sait pêcher le lançon, il faut sortir de faire de lune avec sa faucille. Donc le voilà dans les rochers. Qu'est-ce qu'il fait là dans les rochers? Bon, avec une petite algue verte là qui traîne. Donc à côté vous avez une épinoche qui est là. L'épinoche elle ne vit pas non plus dans les cailloux. L'épinoche elle vit dans les herbiers. Et puis à côté vous avez une vive. Une vive, la vive, ça ne vit pas comme ça au fond de la mer, ça vit enterré dans le sable. Quand vous marchez dessus, ben, vous avez les rayons épineux, il y a bien 3 rayons épineux, mais ça vous fait très mal aux pieds, mais vous ne voyez pas le poisson. Il est dans le sable. Donc ça veut dire que ce type d'illustration inondait la littérature anglaise. Donc l'écologie n'existait pas du tout. Par contre, il y a quelqu'un qui est très darwiniste, c'est l'école allemande. Et l'école allemande est tenue par les gens de Bismarck. Bismarck réunifie l'Allemagne, et donc les scientifiques sont poussés pour valoriser les idées de Darwin. On va expliquer Darwin avec les structures très compliquées. Vous avez des colonies d'espèces de méduses avec un animal qui mange au milieu. Sur le côté, il y a les reproducteurs et les autres qui vont à la pêche, qui font filament. Ça, c'est évidemment l'idéal communiste. Et donc, ces scientifiques vont dans les usines plaider ce qu'est la communauté idéale. Et le grand patron, c'est Ernest Haeckel, l'homme de Bismarck, le Bismarck de la science. Et Ernest Haeckel se dit, moi je vais faire des grandes planches. Il est scientifique. Il a exploité tous les foraminifères, les petits organismes planctoniques de la grande expédition des Anglais à la Galatée, qui est de 1856 à 1859. À l'époque, quand on allait faire une petite expédition, c'était pas 8 jours, c'était 4 ans. Sur les voiliers, et donc, oui, effectivement, mais eux, ils connaissent ça. Ils connaissent ça, et avec une centaine de planches de ce style, ça y est, Ernest Haeckel était persuadé qu'il allait réussir à faire passer son message dans toutes les familles. Il est très déçu parce que ça coûte très cher, et les familles allemandes ne sont pas suffisamment penchées sur cet aspect des choses. Pour nous, c'est passionnant, parce que qu'est-ce qu'il y a sur ces figures, là, toutes ces premières formes de vie, ce sont des diatomées, les premières formes de vie végétale, là vous avez des études de symétrie. Vous avez, tout est symétrique, symétrie binaire, et donc on va, avec ce schéma, avec cette grande planche, passer toujours avec Ernest Haeckel à la représentation de ces méduses. Ces méduses-là, la méduse du centre, a bien aussi une symétrie binaire avec 4 gonades au centre, mais elle est aussi radiaire, puisque l'animal est tout organisé comme une roue de vélo. C'est une symétrie radiaire. Et on rajoute par-dessus de l'art nouveau, c'est-à-dire que les tentacules, au lieu d'être un peu lisses, ils sont tout arabiscotés, c'est comme si c'était du volubilis, comme si c'était des plans. Donc, on est en plein art nouveau. Il faut penser à 1900, l'Expo universelle, dont la porte d'entrée de l'Expo universelle est complètement inspirée de motifs biologiques qui sont plaqués. C'est l'art nouveau en plein essor, mais ça va se terminer très rapidement. Voilà encore une dernière planche d'Ernest Haeckel qui vous montre évidemment les grands céphalopodes, et à gauche en bas la pieuvre de chez nous. Bon, on n'a pas l'habitude de la voir comme ça, non, mais bon, elle est un peu tarabiscotée aussi. Mais il faut vous habituer à la voir parce qu'elle revient. Hein. Le climat se réchauffe et les pieuvres reviennent. Voilà, c'est très bon à manger. Alors, on va ici retrouver quelqu'un, c'est le prince Albert Ier de Monaco. Le prince Albert Ier de Monaco est très fan, hein, très fan d'Ernest Haeckel. Pour en dire plus, le prince Albert Ier de Monaco était quand même un refusard, a mis pendant la guerre 14-18 ses bateaux à disposition de la France, et donc il aime bien les scientifiques, et il va décorer l'Institut océanographique à Paris, à Monaco, avec des vitraux qui sont complètement inspirés des dessins d'Ernest Haeckel, et on va jusqu'au ridicule avec cette méduse qui remplit les mains, c'est la méduse aux pampilles, quoi, hein, c'est réalisé en cristal, et puis ça
Bon, ça, c'est à Monaco. Quand vous visitez Monaco. Donc, on a la tour ridicule, vous voyez, de cet art nouveau, certains disent l'art nouille. Et donc, nous arrivons à Méheux, enfin, avec son patron. Son patron, c'est Eugène Grasset, c'est l'homme qui invente la femme au pissenlit, la femme Larousse. Et ces femmes Larousse, les femmes ont encore des grands cheveux, on n'a pas encore coupé les cheveux dans ces années-là. Et donc, en 1910, c'est pour une réclame pour une encre, mais enfin bon, on voit bien l'art, le romantisme, et donc, on parlera aussi tout à l'heure des idées qui trônaient en Bretagne, mais enfin, les femmes ont les grands cheveux, donc Eugène Grasset est le patron de Mathurin-Méheux. Et Mathurin-Méheux, vous allez voir, il va désobéir très rapidement. Qu'est-ce qu'on lui offre à Roscoff en arrivant? D'abord, il a donc ses scientifiques qui sont là l'été. L'hiver, il y a des gars qui parlent breton. Pauvre Méheux. Ils ne parlent pas un mot de breton. Il n'y a pas de bateau au labo, donc il discute avec les marins pêcheurs pour embarquer. Il va embarquer avec les pêcheurs, qui sont des cordiers, c'est-à-dire des grands filins, et puis donc ils détruisent tout l'écosystème, tous les requins, tout ça. Bon, ça c'est une autre conférence que j'aime bien faire aussi. Mais donc, c'est pour ça qu'on retrouve du Méheux dans toutes les familles de marins à Roscoff, parce qu'ils croyaient, ils faisaient des petits croquetons, puis ils mettaient ça au fond de leur poche. Et on retrouve quand même dans les familles roscovites des croquets de... Il appelait ça des croquetons. Voilà. Alors, la salle des aquariums a aujourd'hui pratiquement pas changé, sauf qu'on a mis du béton pour faire un étage au-dessus, mais là vous avez c'est une carte postale. Alors une parfaite mise en scène, vous avez une carte postale que l'on a trouvée dans les réserves au musée d'Ambal. Alors le patron de l'âge est au premier rang. Bon, le patron, son assistant et lui, tout ça c'est en col cassé à l'époque, et bon, Siricotel n'existe pas encore, hein, donc ils sont avec des beaux costumes. Et ce qui est important, c'est de montrer que les aquariums qui sont latéraux, là, chaque chercheur à Roscoff a son petit aquarium, comme ça, encore. Et seulement il y a 20 cm d'eau. Et donc tout ce que va faire Méheux, c'est soit sur le terrain, en se glissant à marée basse, dans les archipels rocheux de la baie de Morlaix, c'est sur le terrain, dans des positions évidemment très pas très confortable, ce qui fait que Méheux aussi il sera plein de rhumatisme. Et la casse du pied est partie à cause de ça d'ailleurs, parce qu'il préférait le soleil à Bagnos. Et donc le chef il est au premier rang. Et à côté, derrière, il y a les assistants, et puis au fond, vous avez les laborantines, les grands sarons, tout ça, ça dissèque les poissons, ça dissèque tout ce qui arrive, et au fond, il y a les marins pêcheurs, les subalternes sont au fond. Et donc il y a quand même une mise en scène tout à fait admirable. Et c'est dans ce cadre-là que Mathurin-Méheux va donc dessiner et représenter l'essentiel de son étude de la mer. La seule concession dans ce bouquin de 7 kilos, au niveau de l'arbre nouveau, c'est une peau de calmar où vous retrouvez des choses un petit peu tarabiscotées. Très vite, Méheux passe à autre chose. Ça, c'est la peau donc de calmar. Voilà les sèches. Les sèches, il les aime bien parce que c'est des animaux qui bougent. Mathurin-Méheux, il fait du comportement d'animaux, il regarde qu'est-ce que ça mange, quels sont ses droits, et à ce moment-là, voilà une représentation. Donc, pour représenter ça, il faut qu'il ait déjà compris comment que ça marchait, et à l'intérieur, la dissection qui permet effectivement de voir un petit peu comment c'est fait au point de vue architecture. Et voilà, Méheux, qui présente, pour des artisans, par exemple, qui travaillent le bois, qui vous présente des stylisations de la pierre. Si vous voulez la mettre dans un rond, dans un rectangle, en long, et donc si vous voulez faire un bas-relief de huis clos, pourquoi pas. Donc on voit quand même qu'il a appris à travailler le bois. Ça se retrouve là dans ces schémas. Dans ces schémas. Bon, c'est sur des fonds gris et c'est de la gouache. Alors, un verre où le scientifique, bien entendu, va s'y retrouver parce qu'il y a exactement le nombre de branches qu'il faut, les nombres d'anneaux avec les petites soies qui sont là, donc le petit verre en question, il a tout ce qu'il faut sur le plan scientifique, donc mais on le représente là, et à côté, il y a la stylisation, et ça c'est pour Monsieur Lalique. Monsieur Lalique qui fait donc les grands verres, le père, Monsieur Lalique père, avant que ce soit ses fils, à Nancy,
il leur propose ça. Donc c'est une réponse à ces sponsors. La comatule, c'est un... Bon, support zoologique, c'est très compliqué. Ce sont des échinodermes qui sont accrochés aux rochers et aux algues notamment, avec des petits crampons. Et puis, ben, ça danse. Et voilà. Mais eux, dans ces 20 cm d'eau, ben, ils les regardent s'agiter, danser. Et voilà la représentation pour la lique qui est sur le côté. Ça, c'est la première partie de l'ouvrage. Bon, ici, une méduse qu'on connaît bien, la Chrysaora isocella, en latin. Elle est là, à droite, et à gauche, ben, vous avez tous vu ce genre de représentation sur les papiers peints de votre maman ou de votre grand-mère, selon votre âge. Mais ça, c'est du 1920, 1930, ça. Hein. Et donc, c'est eux qui proposent à ces sponsors, en quelque sorte, des transpositions de ce type de méduse. Voilà, la grande rhizostome qui vient s'échouer lamentablement sur les plages, ce grand truc visqueux et informe, vous l'avez à droite, c'est pas un méchant, hein, parce que c'est des grands, autour de la bouche, ces grands palpes, ça s'appelle un manubrium, la bouche est au centre, et eux fait une transposition pour quelqu'un qui fait du mobilier, ça c'est un pied de table, pour l'école de Nancy. Donc ça veut dire que quand même, il n'a pas perdu son temps chez son père à apprendre à travailler le bois. Encore, vous voyez, là c'est les anatifs que l'on trouve sur les troncs d'arbres, les billes de bois qui arrivent à la grève. Vous avez ce genre d'anatifs qui sont là avec une partie cordée qui est ici tout en ruban. Alors, mais eux vont ainsi continuer dans l'étude de la mer, où il y a plein de choses tout en couleur, mais va faire des vitrines et va faire des petits encarts comme ceci, qui sont complètement art déco. Là, on est dans un herbier. L'herbier, c'est une plante, c'est ce qu'on appelle la zostère. Les Méditerranéens, ils parlent de la posidonie. C'est une espèce froide qui a pas mal de nos côtes pour des problèmes de pollution des eaux, comme à Roscoff, par exemple, où il n'y a pas le dixième de ce qu'il y avait du temps de mieux. Et donc, là, dans certains coins, aujourd'hui, elle va très bien parce qu'on a oublié que c'était une plante. Une plante, ça a besoin d'azote, donc avec l'agriculture qui est derrière, il y a des coins où elle se porte très bien. Voilà, donc vous avez les fucus à côté, et les fucus, le bras de fucus, vésiculosus, la vésicule, c'est la partie reproductrice, et ça lui fait des petites grappes, vous voyez, comme des grappes de raisin. Ça, c'est du MEE. Des lettrines. Alors ça, c'est quelque chose qui est chez vous, là, qui m'aille dans tout ce coin-là. Les padina. C'est cette algue qui est en forme on appelle ça la queue de paon. Et vous avez ça dans les cuvettes de l'eau qui m'aille dans tout ce coin-là. Donc ça veut dire que le MEE est venu jusqu'ici. À l'est, il venait jusqu'à l'Okirek, et dans l'autre sens, il allait jusqu'à Brinovan. À l'époque, avec les moyens qu'il avait de vélo ou d'automobile, certainement très peu, surtout certainement en vélo, avec ses moyens, toujours avec ses carnets dans la poche, il crayonnait, il avait un crayon grand. Alors à droite, vous avez le crabe typique de Saint-Éphraim, la plage de Pestin-les-Grèves, qui s'enfonce dans le sable et qui respire avec ses antennes et qui crée un courant d'eau qui fait qu'on ne le voit pas. Il faut travailler à la bêche pour le sortir du sable. Alors ça, il y a ça à Saint-Éphraim ou autrement à Morgat, vous avez le choix. Donc les scientifiques que nous sommes, on sait où il a travaillé, on sait où il a trouvé tout ça. Il fallait pouvoir interpréter tout ça. Voilà également des fonds de grottes qu'il va trouver au Dion. Ceux qui connaissent un peu la baie de Morlaix, l'archipel des Dion avec tout le secteur d'Estélène, ce sont des schistes gris. Schiste gris, d'où le nom, parce que c'est plat, tout Morlaix est construit avec cette pierre, vous voyez la couleur, mais eux vont beaucoup utiliser ce gris du schiste, et l'Estélène en breton, c'est la planche qu'il y avait dans la charrette à Guémont, quelque chose de très plat. Donc ces cuvettes là qui sont creusées dans l'archipel des Dion avec le site d'Estélène. Ça, c'est un panache d'un verre, où c'est tout simplement on appelle ça des palpes, des cires, qui sont branchiaux, qui assurent la respiration et la prise de nourriture, mais qui ne poussent pas à la même vitesse. Donc il y a une spirale, il y a un qui entoure l'autre, et ça nous fait quelque chose qui, au point de vue architecture, va intéresser les eux, évidemment, d'avoir à disposition
point de vue aspiration, cette spirale. Quelque chose d'amusant, ça c'est les animaux qui sont les plus proches de nous, puisque ce sont les cléniciers, c'est avec une larve qui porte un petit squelette, et vous avez donc des formes qui sont solitaires, des espèces de petits pingouins qui sont là, avec deux orifices, c'est-à-dire une bouche et un anus, et autrement, à droite en bas, c'est des colonies, c'est-à-dire que là on se met ensemble, il y a autant de bouches que d'individus, mais il y a un seul anus commun au milieu, donc on va vers une forme coloniale. Donc, ça veut dire que VE, pour faire ça, il a compris ce que les scientifiques lui avaient donc enseigné. Alors, MEE va s'intéresser, je vais revenir, enfin je me répète souvent, sur les rapports de prédation qu'il y a dans la mer. Et là, les seiches, par exemple. Les seiches sont des grands prédateurs. Ça mange du poisson, les seiches. C'est caché dans les herbiers. Et donc, ça vient pondre dans les herbiers. Et ça mange un crabe. Ici, vous allez avoir un brave crabe vert qui est en train de se faire attaquer parce que les seiches ont un bec de perroquet extrêmement puissant, deux mâchoires l'une dans l'autre, extrêmement puissant. Les épinoches, dont on a vu l'interprétation par les Anglais tout à l'heure, là voilà l'épinoche en haut, c'est en fait l'épinoche dans son milieu naturel, une transposition d'art déco. Vous avez l'axe horizontal, l'épinoche, le vertical, c'est la zostère, c'est la plante, et puis on y a mis les éventails des cuvettes de l'Ochirec, les Padina. Ça c'est de l'illustration. Ça ne peut pas être dans l'herbier, c'est dans les cuvettes rocheuses, mais c'est du MEE qui nous fait donc un travail de décorateur. Alors les lettrines, toujours le même principe, je mets celle-là parce que vous avez vu le totem tout à l'heure, il va le reprendre assez souvent. C'est ce disque rond qui va faire ces deux lanières, le fameux Philippe qui va faire 3 à 4 mètres de long. Et donc, le MEE, une fois qu'il a fait son étude de la mer, que c'est pas avec ça qu'il va vivre, parce qu'il n'en a pas fait, on n'arrive pas à savoir combien. Il y a eu 2 éditions, une en 1913 et une autre en 1924, je crois. Mais donc, c'est pas avec ça qu'il va gagner sa côte. Et MEE, en fait, va avoir une bourse pour faire le tour du monde. Il va avoir une bourse d'une fondation qui est tenue par le banquier Kahn. Et Kahn envoie autour du monde des photographes pour ramener les archives de la planète. C'est comme ça que ça s'appelle, les archives de la planète. Et puis, MEE, on le fait candidater comme observateur scientifique. Il a changé de statut à la suite de son séjour à Roscoff, où il est resté donc 2 ans. Alors, bon, bien entendu, c'est les patrons de Roscoff qui étaient aussi dans le jury auprès de Kahn, mais Kahn avait laissé vraiment le jury organiser ça. Et donc MEE va commencer son voyage. Il va traverser l'Atlantique. Il arrive à New York, rien d'intéressant. Il fait le statut comme de la liberté. La seule chose qu'on ait. Il passe la Californie. C'est bien, la Californie, il y a des animaux, il y a des crabes sympas aussi. Non, ça ne m'intéresse pas. Ce qu'il veut, c'est voir des animaux dans un aquarium. Il faut imaginer l'époque. Cousteau n'est peut-être pas encore né, certainement pas le scaphandre autonome. Et il n'y a que du pied lourd. Et à Roscoff, il n'y avait pas de pied lourd. Et MEE, il voulait descendre dans la forêt de la Minière, il voulait voir ce qu'il y avait en dessous, sans prendre trop de risques. Mais la casse du pied l'avait emmené à Banyuls. Alors MEE n'est pas content, et il s'adresse au prince Albert en disant: est-ce que vous pourriez pas me céder ou me prêter pendant quelque temps pour que je vois ce qu'il y a en dessous. Tellement il était curieux de savoir comment que ça se passait. Bon, donc MEE ne va pas avoir cette possibilité de savoir ce qu'il y a au bas de l'estran. Et il travaille beaucoup dans les cuvettes qu'il découvre à marée basse. Et donc, quand on parle de biodiversité, on a donc cet exemple-là. C'est le genre de planche qu'il y a dans l'étude de la mer, mais ça, c'est à son retour de ce qui est arrivé, malheureusement, la guerre 14-18, puisque faisant son séjour à Hawaï, il passe quelques mois à Hawaï. Pourquoi Hawaï? C'est parce qu'il y a Honolulu, le premier grand aquarium au monde. Et là, il voit les poissons, il pèse parce qu'ils vont trop vite, il n'arrive pas à les croquer, ils vont trop vite, pas possible. Enfin, il écrit tout ça, il écrit ses impressions. Puis c'est des baraques en planche, enfin, c'est assez désolant. Alors finalement,
il embarque avec les pêcheurs, et les pêcheurs là-bas, comme chez nous, ils ont les lunettes de Calfa, c'est-à-dire la caisse en bois avec le verre au fond, mais eux, avec ça, ils découvrent des choses merveilleuses dans Hawaï. Donc il y a des choses, alors évidemment, c'est normal, il y a plein de choses. Alors là-dedans, il faut savoir trier ce qui est de Roscoff ou de Hawaï. Et donc, mais eux va faire des livres. Et alors, oui, excusez-moi, il faut le dire quand même, 1914, il est après Hawaï, il va au Japon. Donc, il y a des livres sur BE au Japon, où il ne va être que 3 mois, 4 mois à peine, puisque la guerre 14 l'appelle, il reprend le bateau pour se retrouver dans les tranchées. Dans les tranchées, il décide les poilus. Tous ses copains les poilus. Et l'état-major s'en aperçoit, il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? On a la vie de tous les jours, des poilus dans la boue, et tout ça, avec le bleu horizon, qui pète la couleur par rapport à la boue, au canard et tout. Enfin, donc, il y a des bouquins là-dessus qui ont été publiés, BE dans les tranchées, et l'état-major, de façon intelligente, le met dans les cocos, dans les premiers avions, pour faire le dessin des tranchées allemandes. Donc, il va suivre l'état-major comme ça pendant toute la guerre, mais il va être incorporé dès 1914, ne sera libéré qu'en 1919, complètement lessivé. Donc, il revient à Roscoff se ressourcer pour retrouver ses marins-pêcheurs qui revenaient aussi des tranchées. Il était très malheureux d'avoir quitté ses poilus et de la vie de tous les jours. Et donc, il va découvrir tout de suite le pays bigoudal. Il y avait été quand il était à Roscoff, il avait qu'une envie, c'était de descendre dans le pays bigoudal. Et là, il va rencontrer des gens sympas, dont Auguste Dupuy, le célèbre romancier bigoudin, qui dit « Oh, mais moi j'ai une maison à vous prêter, c'est ma maison d'été, vous n'avez qu'à vous installer là. » Donc, mais en 19, il s'installe en pays bigoudin, et à partir de là, les parlants, Saint-Anne-de-la-Palue, Saint-Anne-de-la-Palue. Alors, les gens, ils connaissent Méheux parce qu'ils connaissent les parlants. Voilà, ça c'est clair. Et le Trodowen, évidemment, le calvaire de Trodowen, il l'a fait combien de fois? Seulement, Méheux va connaître, grâce à Dupuy, lui dit, je vais vous faire connaître mes copains, c'est-à-dire les Luminors, et puis, évidemment, les faïenceries Henriot. Et il va travailler chez Henriot à partir de 1919 jusqu'en 1925, il va être à faire de la faïence. Alors, les bouquins, il va faire des bouquins. Les bouquins, ça c'est un bouquin de Guéguin, qui est à la Loire de la Bretagne, où vous avez là le maximum d'espèces dans un minimum de place. Ça, c'est ce qu'on voit dans une cuvette. Ça, c'est un challenge de Méheux, c'est-à-dire de montrer ces magnifiques couleurs qui sont là, et donc maximum d'espèces. Bon, c'est une cuvette traditionnelle au niveau Bifurcaria, Pontintin, pour ceux qui connaissent, avec les Théalia felina et bien d'autres espèces. Avec la Fondation Cannes, il découvre d'autres personnes. Il découvre Colette. Qui aurait pu prévoir que Colette, Bourguignonne, va trouver avec Méheux une entente tout à fait parfaite. Donc ils se mettent d'accord pour faire un bouquin pour les gamins. Et les gamins doivent reproduire en simplifiant, en stylisant au maximum, et avec des couleurs, mais pétantes, simplement 34 couleurs, faire des choses dans ce livre, donc le livre Regard, qui n'est sorti qu'à très peu d'exemplaires, peut-être 600 exemplaires, et donc c'est fait au pochoir. Donc ça a été un travail épuisant de faire ça au pochoir, et à 600, ils étaient vraiment épuisés. Et avec Colette, il y a toute une correspondance qui s'est développée pendant plusieurs années. Donc vous avez le bleu métallique des moules ici qui s'oppose au bistre des laminaires. Je ne vous détaille pas, mais enfin, vous avez les bigorneaux de sable aussi qu'on trouve à Saint-Efflam, le bigorneau de lune là, qui est là, l'indica. Voilà la flaque de Méheux. Scientifiquement, la petite vieille qui est là au milieu, de toute façon, il a le nombre de rayons épineux en avant, et après c'est les rayons mous, donc il y a le nombre exact de rayons épineux par rapport aux rayons mous. Scientifiquement, tout est bon. Et la Galatée qui est là, elle est bien strigosa, parce qu'elle a ce bleu qui est le bleu magenta de Méheux. Celui-là, il l'a vu, et quand on voit la veste, effectivement, c'est une Galatée qu'on appelle strigosa, et qui n'est pas une autre Galatée qui est squamifera, pour ceux qui les connaissent. Bref, voilà l'évocation
proposition du travail avec Colette, voilà le blenny, la blenny qui est là en position de défense, et pour les enfants, bah, quelque chose qui est plus simple évidemment, la blenny sur ses nageoires transformées en pattes, main en avant, pour veiller au grain. Le cotus bubalis, que tout le monde connaît, qui est un animal, c'est une espèce de rascasse, hein, enfin, c'est pas très grand, ça fait 5 cm de long, et donc la transposition de BE pour Colette et les enfants. La sèche, puissant prédateur, qui vient pondre, donc les grappes de raisin. Il suffit d'enlever l'enveloppe noire et vous y voyez un petit embryon qui est là dans son liquide amniotique, accroché donc aux herbiers, aux tiges de zoster qui sont là. Ça c'est la nappe, la fameuse nappe faite par les fils de Minor, qui se sont plaints des difficultés qu'ils avaient avec notre BE, puisqu'il fallait faire et refaire. Donc, il y a l'alternance de choses qui sont en mêlée, mais nous y retrouvons une laminaire qui est la saccharina à gauche, et puis au centre, il y a autre chose, il y a le chordophyllum, enfin peu importe. Tout est reconnaissable. Les escargots qui sont là, c'est les naticales, les bicordoblunes, et puis des petits pectènes et des étoiles de mer. Donc, toujours ces motifs marins qu'il va utiliser, et ça, VE le fait chez le Minor pour la dame qui tient l'hôtel de Sainte-Anne-la-Palue. Et c'est pour ça aussi qu'à Sainte-Anne-la-Palue, sur les murs du restaurant, vous avez des grandes fresques de Mathurin VE qui sont toujours pleines d'ailleurs. Et puisqu'il avait auparavant tous les ans. Alors Méheu, je vous l'ai dit, va connaître les Henriot, il va connaître aussi d'autres artistes, ça, là enfin, ça va être très dur, parce qu'il va y avoir de la bagarre avec Kililik et Méheu, c'est vivifiant, c'est la bagarre, quoi. Et donc, Méheu va s'attaquer au service de la mer. Le service de la mer, qui est le légumier. La soupière, c'est le légumier qui est là. Ça va lui faire obtenir un premier prix en 1925. Et donc, le service de la mer est très chargé. C'est quelque chose, il y a 110 pièces, qui ont le service complet, 110 pièces. Il y a un service qui a 70 pièces quand même, un peu moins important. Mais moi j'ai découvert qu'avant ça, il avait fait des choses beaucoup plus simples. Peut-être qu'il plairait aujourd'hui un peu plus parce que c'est très épuré. Et on a trouvé 2 assiettes, un chez un particulier, un ami, et une au musée de Quimper. C'est quelque chose qui est très simple, très épuré, on y retrouve aussi nos animaux, mais peut-être que c'est quelque chose qui plairait un peu plus que ce que faisait Méheu avec son service de la mer, où vous voyez quand même que le couvercle de ce légumier, c'est de l'art déco à fond, quoi. Et donc, vous avez tous vu ça. Voilà l'assiette à gauche, classique avec sa sèche, et la petite sépiole, c'est autre chose, c'est un autre animal. Et partant de là, comme il a eu le premier prix avec son service de la mer, il va faire plein d'autres services. Alors vous avez le service à la vague, en haut à droite, là, avec le système de vague, donc il reprend des animaux fétiches qu'il connaît bien, il reprend la sèche, la pieuvre, enfin un poisson, c'est toujours un peu les mêmes, mais c'est les motifs qui changent. Alors vous avez les cordons autour, là, alors soit ça va au fond de l'assiette, ou c'est simplement sur les l'aile, ou bien alors au fond de la cuvette de l'assiette. Enfin, il fait des variantes, et il va ainsi faire pas mal de services, dont, oui, on arrive à des choses un peu amusantes, comme l'hippocampe qui est là, et puis à droite, ça c'est quelque chose qu'il va faire à Sarreguemines. Il va se fâcher aussi avec un père, et à ce moment-là, il va retourner à Paris, où il est professeur. Il est professeur à l'école Boulle, et il est professeur à l'école justement de formation des profs de dessin, et il va travailler avec Sèvres. Donc il va faire, là, continuer à faire des services de table, dont le service pour le restaurant Prunier, qui est quelque chose de célèbre, et dont je n'ai pas, j'ai complètement oublié. Par contre, avec Sèvres, il va faire des terres chameautées, c'est-à-dire on en connaît, il en a fait beaucoup à Sèvres, avec des motifs un peu variables, toujours à base d'hippocampe, beaucoup d'hippocampe, mais là, il y a
une terre chaboutée à Quimper et une autre au musée de Brest, que vous pouvez voir. Et donc là, c'est un recto et un berceau, et c'est un homard, et on s'aperçoit que homard est en train de maîtriser une pieuvre, et puis il y a des ormeaux, et puis il y a des petits poissons papillons tropicaux qui se promènent aussi, et puis au centre, là, du premier dessin à gauche, là, vous avez, la représentation, pardon, vous avez le crabe sentinelle qu'il a vu à Hawaï. Il l'a mis là comme s'il était à Rostov. Il va commencer à composer tous ces travaux. On va voir les mélanges des espèces. Ce qui l'intéresse, c'est de mélanger des formes qui vont apparaître. Et c'est pas que ça soit bon, mais c'est des choses qui sont harmonieuses. Vous allez le découvrir petit à petit dans l'ensemble de son œuvre. Voilà notre terre chaboutée, le poisson docteur avec son aiguillon, et ça nous dit bien qu'on est sous les tropiques. Et puis à côté de ça, il y a des anémones, l'anémone verte, vous avez le crabe de Saint-Efflamme, qu'on retrouve aussi, donc toujours les mêmes animaux qu'il connaît bien. Et puis, donc avec une classe de 6e, on passe une petite heure là-dessus, hein, expliquer, parce que les gamins ils ont vu ça avec leur papy à la grave. C'est vraiment, avec mieux, on peut être très bavard et aller vers le comportement, vers l'éthologie, Alors, voilà quelque chose qui est très coloré, très très coloré. Et à partir des années 1930-35, Méheux va travailler sur les paquebots. Malheureusement, des paquebots, il nous reste très peu de choses. L'ensemble des paquebots ont été déconstruits. Les œuvres sont peut-être parties chez les présidents de ces compagnies, mais enfin, on a très peu de traces. Mais il y a très peu de choses marines. Mais eux se met dans l'idée que quand les gens sont sur les paquebots, ils sont peut-être un peu malades aussi. Alors, il fait beaucoup de forêts, avec des biches, avec des liens. Il faut oublier un peu la mer. Alors, quand il est en Méditerranée, sur les compagnies de la Méditerranée, il va faire de la mythologie grecque. Alors, on voit toute la mythologie, tous les dieux grecs qui y passent. Donc, ça n'a rien à voir avec la mer. Et donc, ça c'est... mais quand il décore un paquebot, il y a un paquebot, par exemple, un de ses premiers, ça s'appelle l'Aramis. Il y avait 27 tableaux, des grandes fresques, des grands tableaux. Un travail fou, quoi. Et donc, ça a été toute une période, à partir des années 35, il a commencé à faire les paquebots de croisière. Et après la guerre, il va travailler pour les pétroliers. Alors là, pour l'instant, là, il va commencer vraiment aussi à gagner sa croûte, parce qu'avec les pétroliers, il décore beaucoup les pétroliers, et ça, là, il se sent à l'aise, mais il est déjà vieillissant. Alors, ça, c'est un menu. Vous êtes sur un paquebot, et on vous sert un repas avec le menu. Le menu, on trouve ça dans les archives. Alors, même principe, biodiversité, maximum d'espèces, d'un minimum de place. Vous avez le crabe sentinelle à droite en haut, le crabe sentinelle de Hawaï, vous avez le poisson coffre au milieu, vous avez une espèce bizarre, c'est un échinoderme, une encrine, c'est pas la comatue qui avait ses petits crampons, là, il y a un grand stolon, il y en a deux, et on va retrouver sans arrêt ce motif. Ce motif-là d'ombrelle, c'est quelque chose qui lui plaît. On va les retrouver ainsi que son crabe sentinelle, puis des poissons aussi tropicaux. Et donc, là, c'est également très coloré, très plat. Alors, il décore les restaurants. Il y a un restaurant célèbre, l'Huîtrière à Lille, où les dessins, ces grandes fresques qu'il a proposées, nous avons eu la chance d'avoir les cartons préparatoires qui sont conservés par la famille à Lille, mais on les a eus à Lamballe, et donc les cartons préparatoires sont vraiment magnifiques. Et c'est réalisé en céramique, et maintenant ce restaurant L'Huîtrière a une toute autre vocation, mais ils ont conservé, c'est classé, c'est protégé. C'est réalisé en petite céramique, ça ne donne pas tout à fait la même impression. Par contre, ça c'est prunier, restaurant prunier. Restaurant prunier, c'est très sombre parce que dans les restaurants à l'époque, on fumait cigares, et donc il aurait été verni aussi. Et donc, la conservatrice du musée, Françoise, je oublié son nom de famille, Françoise qui était morée, Daniel, Françoise Daniel a acheté pour le musée de Brest ce grand tableau qui fait plus de 30 mètres de long, qui représente la mer. Alors pour nous,
nous y voyons effectivement des choses intéressantes. Nous y voyons de la faune de Roscoff. Les laminaires, c'est un peu des troncs d'arbres. Ils ont un petit peu dressés, mais ils sortent de cette forêt des grands squales, du requin. Alors là, il y a de l'aiguilleur, avec le premier rayon épineux, puis il y a de la roussette, tout ça, c'est grands méchants qui sont là. Et au premier plan, vous avez les grands méchants, mais ils sont tout petits. Donc ça veut dire que Méheu, dans tout ce qu'il va faire maintenant, il va plutôt faire mélanger les couleurs qui étaient chatoyantes et un peu voyantes. Il va commencer à lisser tout ça et faire du bistre sous toutes ses formes. Alors, on va retrouver ces rapports de prédation avec donc les grands méchants au premier rang, les petits cotus, mais vous avez aussi les sèches sur le côté qui sont en train d'attaquer leur crabe vert. Et puis vous avez les padinas, parce que là il aime bien toujours les padinas, les queues de pan. Et ça, le bigorneau qui est là, c'est un bigorneau tropical qui flotte et qui peut arriver chez nous. Il est bleu phosphorescent. C'est absolument magnifique quand on a les dérives. On avait ça encore dans les années 50, quand on avait des dérives, parce que, disons, l'anticyclone des Açores, ça ne fonctionnait pas tout à fait comme maintenant. Donc on avait des dérives de ces animaux tropicaux chez nous. Et l'ombrelle tropicale, elle est là-bas aussi. Donc, selon l'axe, ici, sur la diagonale, et avec au milieu, il y a aussi un petit escargot tropical, dans cette faune de Roscoff, il va placer 3 animaux tropicaux. Voilà notre Méheu qui commence à mélanger les choses. Ça l'intéresse, il ne respecte pas les proportions relatives des animaux, parce que ce qui semble très méchant au premier rang, c'est tout petit. Enfin, vous avez des choses qui sont parfaitement reconnaissables, l'ormeau, évidemment, et toutes ces choses. On est effectivement en baie de Morgan. Alors, dans le même style, c'est Camailleux, Océanopolis, avec une autre histoire que je passe ici, nous avons réussi à avoir ces 5 grands tableaux dont l'origine est totalement inconnue. Ces 5 tableaux sont à Océanopolis, mais vous ne les voyez pas pour l'instant, parce qu'on vous met dans un amphi, on vous projette un film, vous êtes dans le noir. Et les 5 tableaux sont sur les côtés, il y en a 3 et 2. Donc, ça fait 2-3 ans que je commence à m'énerver en me disant qu'il faudrait faire une présentation globale de Méheu et de ces 5 tableaux qu'on a réussi à acquérir donc à Brest. Donc Méheu ici, on est vraiment en baie de Morlaix. On est en baie de Morlaix avec la faune qui est là, et il y a toujours au plafond des grottes ces espèces de grandes spirales qui sont des bryozoaires pour les zoologistes. Ce sont ces choses qui sont un petit peu argentées. Et Méheu, dans celui-là, dans ce tableau-là, utilise des grandes courbes. Donc il va faire de la Laminaria saccharina, celle qui présente des grandes, et qui s'oppose un petit peu à ces fameux schistes gris d'Estélène dont je vous parlais tout à l'heure. Jamais, évidemment, les hippocampes ne vivent dans ce milieu-là, puisqu'ils vivent dans les herbiers. Mais ils sont magnifiques et on les retrouve avec leur emmental. Ça, c'est son totem. Ça, c'est le truc qui nous met. Voilà un autre tableau où on va retrouver donc le motif arrondi de la queue de pan et quelque chose qui est également arrondi de la même forme, mais ça, c'est des végétaux en bas. Et en haut, ce sont des animaux, ce sont des bryozoaires aussi. Donc, il utilise les formes et puis ces pompons qui sont là, tout en haut. Et puis les poissons tropicaux qui se promènent là dans les grottes des Duons en baie de Morlaix. Voilà quelque chose qui est intéressant parce que c'est une laminaire qui est rare. C'est une laminaire qui a une nervure au milieu, à l'arrière esculenta, qui est une espèce froide. Et donc, qui devrait théoriquement commencer à souffrir du réchauffement, mais pour l'instant, elle va bien. Donc, sauf, c'est où il y en a, puis il y en a un siècle. Enfin bon, la limite sud, c'est pas bof, quoi. Donc, tout ce qui est grand laminaire, tout ça, c'est quand même des espèces froides. Et donc, cette laminaire a la particularité d'avoir pas des racines, enfin des systèmes, des rhizoïdes, comme on dit, pour accrocher au rocher. Et là-dedans, mais eux, il va mettre des formes triangulaires. Ce qui l'intéresse, là, c'est des triangles. Tout ce qui est triangulaire, et donc on a donc ces petites
comment on appelle ça déjà, peu importe. Donc je vais passer à un autre. Les deux autres, c'est des animaux qui couvrent complètement les supports algaux. Ces algues, les Dysmaresia et compagnie, à l'Idris, ont des manchons complètement bourrés d'animaux qui se mettent dessus et on les représente avec cette espèce de nacre qui fait donc une représentation. J'arrive à l'Institut de géologie où certains d'entre vous qui sont ici ont fait leurs études, n'est-ce pas? On ne nous avait pas dit qui était BE, mais on vivait dans du BE, il y avait du BE partout, il y avait une trentaine comme ça de grandes fresques de BE représentant les différents âges géologiques et les grands paysages comme Ploumana et autres. Et donc le professeur de l'Institut, qui m'a donné au maire de Rennes, Milon, commande à BE en 1939-1940 la décoration de l'Institut de géologie. Alors, tout ça est démonté maintenant et transporté sur Rennes-Beaulieu, c'est visitable sur demande, et vous avez donc ces grandes fresques. Certaines sont venues à Morlaix pour la grande exposition qu'on avait faite. On a fait une autre à Saint-Malo aussi. Alors voilà un paysage d'un temps, Milon lui a demandé, représentez-nous ce qu'était la faune chaude de l'Éocène. Pas de problème. Ces grandes encrines à droite, tous les formes, les gastéropodes qui sont là, tous ces libules et autres, là, tout ça c'est tropical, bon, tout va bien. Et au milieu, boum, une étoile de mer de Roscoff, étoile rouge, et puis sur un paquet de moules. Ben oui, l'étoile de mer est en train de manger le moule, c'est classique. Qu'est-ce que ça fait là, l'Éocène? Bon, enfin, tant pis. Alors, mais c'est dommage, c'est dans un milieu pédagogique quand même. Et voilà une autre, alors, ça c'est le milieu de Roscoff. Alors, le milieu de Roscoff, bon, il y a une porte, évidemment, donc on a mis la porte là de chaque côté. Et puis, au milieu, vraiment pour que ça nous claque à la figure, ça se voit très bien, les sèches, c'est plus un crabe vert qui attaque. C'est le crabe de Hawaï qui est arrivé là. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais il y a pire. Quand vous regardez les roussettes, je vous ai montré tout à l'heure les roussettes, qui étaient des vraies roussettes. Celle-là, surtout celle du haut, elle a une nageoire de tronc. Elle a une nageoire d'aiguillon, de Squalus acantias, mais enfin bon. Donc ça veut dire que BE, de temps en temps, quand il n'est pas payé, c'était la guerre, il arrivait à Bardosweiss pour aller sur le terrain, il se plaignait tout le temps, il râlait tout le temps. Il mélangeait, c'était des grandes fresques, alors il n'arrivait pas à avoir ses produits non plus, toutes les lettres qu'il envoie à Milon. Et donc Milon était censé quand même, comme professeur, de vérifier l'authenticité des choses. Et donc quand on regarde ça de près, bon, alors ça nous permet de sourire et de découvrir le personnage. Quand il n'est pas payé, il fait une farce. Voilà. Il pouvait être très très ennuyeux, mais aussi capable de faire des choses. Alors voilà quelque chose qui est commandé aussi, vu sa célébrité dans ces années-là, en 1939. On lui commande la grande tapisserie, qui est réalisée au Gobelin et qui sortira donc après la guerre en 1945. Et vous ceux qui connaissent le président du Conseil général des Côtes d'Armor, il suffit de lui demander, et vous allez dans son bureau, et vous verrez cette grande tapisserie. Elle fait près de 7 mètres de long, hein, 3-4 mètres de haut. Alors là, c'est théâtral, c'est étretant. Vous avez les falaises grises, et puis là, vous avez toute l'ethnologie des pêcheurs, c'est-à-dire que les pêcheurs sont obligés de ramener avec des guindeaux, de ramener les bateaux sur les galets, et puis les femmes sont aussi au travail, et que il est au guindeau, tout le monde bosse, et ils ramènent des cordes, donc les cordes enroulées, sur lesquelles il y a les hameçons, évidemment, pour pêcher les gros poissons. Mais eux va faire une espèce de présentation théâtrale. Alors on voit les marins qui sont en train de lisser les filets, comme si c'était des filets à sardines. Enfin bon, je ne pêchais pas beaucoup la sardine à l'époque dans ce coin. Maintenant, si, parce que la sardine remonte. La sardine est arrivée en mer du Nord aujourd'hui. Et donc, on a quelque chose qui est théâtral, avec des coraux qui sont tout petits, tout petits, des coraux chez nous, les coraux blancs, qui sont à la rupture de pente du plateau continental. Et là, il va en faire des grands squelettes là, qui supportent tout ça. Alors, sur le côté, sur la frise de toute cette broderie, sur lequel on peut rester des heures avec une classe
va essayer de reconnaître les choses, vous avez toute la faune classique qu'il a découvert à Roscoff, et tout ça. Bon. Au centre, vous allez avoir aussi des langoustes magnifiques, parce qu'à l'époque, il y avait des langoustes, mais les langoustes reviennent aussi aujourd'hui. Hein. Les langoustes reviennent. Alors, si on est sérieux, si on ne pêche pas trop les petites, va peut-être falloir faire attention. Et puis, qu'est-ce qu'il y a au milieu ici? Là aussi, il est là. Il y a aussi le crabe de Hawaï. Il est arrivé à être tard. Donc, ça, c'est du bleu. Alors, cette grande fresque, bon, elle est en Bretagne. Peut-être qu'elle sera un jour à Lamballe, toujours à la Côte d'Armor, mais dans un musée, ça sera quand même mieux que chez le président. Hein? Pourquoi pas? Et puis, il y a un aspect dont je ne vous ai pas parlé pour l'instant, c'est notre MEE du pays de Gallo, qui a totalement horreur de tout ce qui est bretonnerie. Alors, quand il est arrivé à Quimper, il a vu le petit breton en dragobras, au fond des bols, au fond des assiettes, et il dit ça, j'en ai pas, c'est de la bretonnerie ridicule. Bon, après, ben, il a vu effectivement tout le romantisme et il y a de l'argent. Et la bandière de la nuit, tout ça, alors, balayer tout ça. Et on lui demande de pourquoi ne pas s'intéresser à la notion de sirène, la femme fatale qui invite les marins au fond des mers. Et donc, Méreux va faire ce premier carreau, là, c'est un projet de carreau de salle de bain, pourquoi pas, où la femme est représentée, effectivement, c'est une femme. Enfin, bon, encore la femme, c'est des arêtes, là, hein, donc c'est une première réponse de Méreux vis-à-vis des gens qui veulent voir la représentation de la femme. Un cendrier du restaurant Poignet à droite vous montre autre chose. C'est exactement la femme, effectivement, dont la partie, je vais dire, les jambes, sont dans un coquillage. Ça, c'est quoi? C'est un Bernard l'Ermite, tout simplement. Donc, la femme sirène, quand j'ai découvert ça, on m'a demandé mon avis, j'ai dit, c'est pas des femmes sirènes, c'est des Bernard l'Ermite. Ah bon. Donc, surprise générale. Et donc, il a fallu réinterpréter ces grands tableaux dont Méheux nous montre ici, c'est une esquisse. Vous êtes toujours au Dion, au milieu de la baie de Morlaix, sauf parce que les schistes sont gris, qu'il y a plein d'oiseaux. Seulement là, on se croirait un peu au Lofoten, hein, des grandes falaises, c'est mieux, c'est encore plus important qu'à Étretat. Et puis vous avez les guirlandes de la lumière. Les guirlandes de la lumière, ça fait théâtral aussi. Et puis au milieu, deux naïades qui sont là. La mode est arrivée, on s'est coupé les cheveux. Et la natte, c'est la natte de sa fille. Marie-Bonne, sa fille, avait une natte comme ça, il a présenté le portrait de sa fille avec cette natte-là. Et les femmes, alors on lui a reproché, mais en fait, tu nous fais des choses, les femmes ont le corps lourd. Ben oui, mais c'est pas deux jambes, c'est un abdomen qui est dans le coquillage. C'est le Bernard l'Ermite. Alors, le coquillage en question, la coquille qui est utilisée, c'est une coquille de Hawaï, c'est de l'Astraéan, on connaît les caractéristiques, et puis le petit embellique, comment on appelle ça, c'est Bigorneau, dans l'opercule. L'opercule, dans cette famille-là, c'est un opercule très puissant, très calcifié, et donc la naïade qui est en haut tient dans ses mains. Donc on sait que c'est exactement, au moins le genre, il vient de Hawaï. Voilà un tableau que possède un ami qui m'a confié cette diapo, dont on voit effectivement les laminaires ici qui pendent, vous voyez, c'est magnifique, bon, c'est calme. Vous connaissez tous ce qu'est un jour de grande marée à l'étal, c'est magnifique, tout est calme, bon, même en hiver, c'est magnifique. Bon, il y a un moment là de repos, tout le monde apprécie, avant que la mer remonte. Donc ces naïades sont en train de fuser gentiment, et ça n'a rien de sirène affreuse, là, en train de séduire les pauvres marins bretons. Donc il y a quelque chose qui manque quand même, là. Il y a un vide en bas à droite. Et on a l'impression que c'est pas fini. Et donc, voilà la dernière. Il a fait ça pour son architecte. L'architecte qui avait fait sa maison à Paris. Et donc, non, c'est dans la maison de l'architecte. C'est dans la maison de l'architecte. Et là, c'est complet.
Il y a toutes les laminaires qu'il faut, les sacariens et autres, les astréas, les bions, les bois, très bien. Il a du coup, les oiseaux ont disparu, puis les grandes falaises aussi. Mais ici, en bas à droite, il y a ce qu'il faut, c'est-à-dire ce qui manquait les autres. Il y a le petit Bernard l'Ermite. Il est là. Il est là, et il signe en fait le gag de Méheu. Il est là, le petit, là, vous le voyez là. Et donc, quand on fait une carte postale de ça, on me coupe le Bernard l'Ermite. J'ai dit, mais à ce moment-là, ça n'a plus de valeur, parce que c'est bien la signature qui est là dans ce tableau original. Donc on ne sait pas exactement chronologiquement comment ils ont été faits, mais enfin, c'est une réponse un petit peu... Alors on arrive sur la fin de la vie de Mathurin Méheu, où on l'a vu faire du cavailleux toute sa vie, dans les bouquins, dans les faïences et tout, et là, Méheu arrive à Roscoff. Et après la guerre, on a mis en eau l'aquarium. L'aquarium était construit à Roscoff, mais il n'était pas mis en eau. Et après la guerre, on le met en eau. Et à ce moment-là, dans les aquariums de Roscoff, on essaie de montrer la vie locale. Donc vous avez à fond langoustes, les langoustes sont d'une beauté suprême, avec du violet qui pète la couleur, par rapport au jaune. Le jaune, ce sont des éponges, des crayons. Vous avez du violet qui est de l'algue calcifiée, et toutes ces couleurs qui s'opposent avec une anémone verte. Et donc Méheu reprend les couleurs. On est en 56. Ça, c'est dans le livre Pêcheurs des quatre mers de Roger Vercel, dans lequel il y a 4 illustrateurs, dont Méheu. Et Méheu a été aussi en Méditerranée. Sa femme avait voulu qu'ils achètent une maison à Cassis, et il y a beaucoup de représentations méditerranéennes, tout ensoleillées. Méheu mort en 58. Et donc là, il finit le travail en 56-57. Là, nous sommes en baie d'Audierne, puisqu'on a l'Audierne, pardonnez, les Audierne, quand on pêche la sardine, on se déplace un peu. On pêche la sardine, on la reconnaît, pas de problème. Et puis il y a un crabe qui attaque les sardines. Donc c'est un crabe sardine, mais les crabes sardines, il y en a plusieurs. Or, celui-là, il porte un caractère particulier, qui est situé sur la 5e paire de pattes, le dernier article de la 5e paire de pattes. Voilà comment on parle les zoologistes. Et si on n'a pas ce caractère-là, on ne sait pas lequel c'est. Or, ça, c'est du Polybius enslowi. Et quand on le voit arriver, c'est que les sardines ne sont pas loin. C'est un prédateur de sardines. Et les pêcheurs savent aussi que quand ils voient ces Polybius enslowi en surface, il y aura du vent dans les 2 jours qui vont suivre. Et en breton, ça s'appelle le krankhavel. Tous les crabes s'appellent krank, et krankhavel, c'est le crabe de vent. Donc ça veut dire que Mathurin Méheu a été un témoin de son temps. C'est des choses qu'on ne voit plus aujourd'hui. Il n'y a plus de Polybius enslowi. Les sardines reviennent, mais bon, est-ce qu'elles ont trouvé ce qu'elles trouvaient à manger à l'époque en siècle? Certainement pas. Et ça, c'est un dessin qui était évidemment dans les réserves au musée Mathurin Méheu, mais on ne savait pas si c'était de Hawaï et autres, et donc à ce moment-là, on y retrouve aussi de la faune roscovite comme celle-là. Donc de choses qui ont existé, qui ont pu disparaître. On a un monument à Roscoff, qui était à la gloire de la case Dutier, le plus grand fixiste et anti-Darwin que l'on ait eu en France, avec toute la Sorbonne à l'époque. Donc on a érigé ce monument avec un maire M. Danielou, qui meurt en 1920 alors qu'on doit inaugurer le monument. Le monument ne sera jamais inauguré. Alors, il y a le buste de la case Dutier, c'est du bronze. Donc en 1940, les occupants, ils ont besoin de bronze. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent tout ça par terre, la stèle, tout ça, la stèle est cassée dans la chute. Bon, on met ça sur un charbon et on l'envoie dans un champ municipal où il s'est enfoncé au cours des temps et on vient de le ressortir depuis 1 an. Et puis un jour, je parlais de Méheu à Roscoff et un cousin me dit: tu dis qu'il n'y a rien de Méheu, mais viens donc voir ce que j'ai dans ma cave. Ah bon. Et qu'est-ce qu'on découvre dans les caves? On découvre l'ensemble des décorations qui sont là. Il y a 4 en haut, là, 4 bandes. C'est une espèce de bronze. Et donc, c'est de l'anémone rétractée ou épanouie, en alternance. Et en bas, eh ben, vous avez
les Immentales, chers à Mathurin Méheut. Ceci sur une colonne de granit rose, s'il vous plaît, c'est pas du granit de Rostov, c'est du granit de chez vous. Et donc, après quelques discussions avec le maire de Roscoff, on vient d'obtenir que le monument soit restauré et il sera inauguré cette fois-ci à la fin de cette année. L'histoire est simple. Mon grand-oncle était garde-champêtre. Il n'aimait pas les Allemands. Quand il a vu les Allemands casser le monument, c'était bien le seul à avoir la clé du local où les Allemands avaient entreposé les bronzes. Alors il a pris sa bourrette, il est parti chercher les bronzes, il les a cachés dans sa cave. Et ils sont donc sortis, on les a sortis avec une page spéciale du Télégramme. 68 ans après, Renaissance, les bronzes sont sortis et je certifie que c'était du mieux puisque c'était les fameux Immentales qui ont toujours été son fameux trophée. Voilà, alors ça c'est la dernière photo, donc je vous encouragerai, vous voyez le détail, il y en a 3 comme ça, arrondis, et donc les Immentales, certaines tiges ont été un petit peu cassées avec des gorgones, et donc ça c'est tout simplement parce que Méheut, quand il est revenu après la guerre, en 19, il a été hébergé par le maire. Et le maire de Roscoff lui dit, donnez-le un coup de main, faites dans les préparations. Donc ça fait partie maintenant du patrimoine roscovique. Mais je pense que maintenant les choses vont sortir, les familles aussi, les gens vont ressortir. Moi j'ai un petit truc là, ça vaut peut-être quelque chose. Bon, enfin voilà, j'en ai fini, j'ai été bavard.